2011, on était au bout d'un quinquennat qui était le quinquennat de Sarkozy et tout le monde constatait l'augmentation des inégalités. Et à cette époque, un ancien résistant, Stéphane Hessel, avait écrit un petit livre. Il disait aux populations, mais indignez-vous, ne supportez pas, ne continuez pas à supporter ces inégalités. Donc ça nous a donné l'idée que peut-être les centres sociaux pouvaient se mettre en mouvement pour participer, eux aussi amener les gens à participer à ce changement qu'ils souhaitaient. Et pour ça, on a collecté des indignations, on a mis en marche le réseau pour que dans les centres sociaux, ils collectent tous les sujets que les populations de nos centres et de nos quartiers ne pouvaient plus supporter. En sont sortis 7 sujets, c'était donc les discriminations, c'était l'éducation, les problèmes liés à la santé, les inégalités devant la santé, le problème de la pauvreté et de l'absence d'emploi, les problèmes liés au logement, à la citoyenneté et au vieillissement. Quand j'écoutais Thierry Collomb à l'instant, je me disais que dans vos galets, eh bien, on retrouve beaucoup de ces indignations qui nous mettaient en mouvement en 2011. On était proche d'élections présidentielles qui soulevaient un espoir dans le changement. Bon, on sait effectivement ce qu'il en est devenu et on s'aperçoit que finalement on est un peu toujours dans cette même démarche de constat d'une augmentation, même peut-être encore plus importante, des inégalités. Donc, il était nécessaire, alors on a mis en mouvement, on s'était donc rassemblé à Sangatte en 2011, novembre 2011 ou 2012, en 2011 je pense, pour travailler sur ces 7 sujets sociétaux, mais les travailler en se disant qu'est-ce qui cause ces inégalités, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire évoluer et comment on peut susciter des démarches de changement pour que les gens subissent moins ces inégalités. Donc, on a travaillé pendant tout un week-end et ça a été en même temps le démarrage d'une mobilisation de tous les centres sociaux sur le plan de notre pays et qui nous a permis de réaliser ce congrès de Lyon où nous nous sommes retrouvés à 3000. C'était évidemment un événement extraordinaire. Il y a eu une convivialité, il y a eu des débats, il y a eu de la réflexion, il y a eu du travail. C'était superbe. Tous ceux qui l'ont vécu s'en souviennent comme d'un moment extraordinaire, daté en plus par une météo favorable. C'était un bon moment, mais il ne fallait pas en rester là. Donc, il s'agissait de capitaliser tout cet événement du congrès pour en créer un contrat explicite entre les fédérations et la Fédération nationale, pour mettre en mouvement toutes ces idées ça a été l'objet de l'année 2014 qu'a conduite François. Donc je te passe. C'est pour moi qui... C'est un travail d'équipe, et puis Claudie était présidente depuis juin 2013, on a des cercles ensemble. Il y avait effectivement, tu as raison, l'idée c'était de surfer un peu sur l'énergie que ce congrès avait donnée, puis de se dire, bon, la ligne d'horizon, c'est quoi dans les années qui viennent? On avait bien repéré que dans notre histoire fédérale, on avait un rythme de congrès qui était plutôt, d'une part, plutôt tous les 10 ans, et plutôt à des moments où la société avait besoin qu'on se retrouve, parce que les centres sociaux sont en prise très directe avec les changements de société. Ce qui impacte la société impacte le fonctionnement des centres sociaux. Et donc c'est important qu'on prenne ce temps-là du congrès pour ça, contrairement à d'autres mouvements qui se voient tous les 2 ans, tous les 3 ans, qui sont un peu comme un rendez-vous de l'Assemblée générale. C'est pas ça un congrès des centres sociaux. Un congrès des centres sociaux, il s'est organisé quand on relit l'histoire de notre fédération. C'est à chaque fois où il a fallu réagir devant des changements tels que
le fonctionnement même des centres sociaux est impacté. Il y a eu des moments de l'histoire où on a fait des congrès tous les 3 ans, fin des années 60, et puis par contre, il y a des fois, ça a été 10-12 ans sans qu'il se passe rien. Je pense que c'est important qu'on garde ça en mémoire tous, parce que je pense que c'est astucieux de faire ça comme ça. Voilà. Du coup, il était difficile de penser qu'on allait écrire en chambre, en bureau, à rue locale, à quelques-uns, un projet. En fait, c'est ce qu'on a fait. J'avais promis à Corinne que je ferais ça. Tu as vu que j'ai dit la connerie sur le lancé. Bon, voilà. Donc, pour dire en vrai, pour de vrai, il n'était pas possible d'écrire ça tout seul dans notre main. Et donc, simplement, pour ceux qui étaient, on vous fait ressouvenir, et pour ceux qui n'y étaient pas, on vous le dit, ce projet, ça a été le produit d'un travail progressif et collectif. Un séminaire avec le conseil d'administration, en présence d'un vieux monsieur qui nous a quittés depuis, qui s'appelle Michel Séguier, qui est quelqu'un qui a beaucoup inspiré sur les questions de démarche collective et des repères du développement social local, qui a été inspirant et qui encore aujourd'hui, avec le bouquin qu'il a écrit, continue, je pense, d'inspirer des formations. Et puis ensuite, on a donné rendez-vous très largement à Dijon aux fédérations pour se retrouver sur 2 jours. Et là, on a sorti les stocks de gommettes, de post-it, voilà, dans tous les sens. Et on a été dans cette foire d'idées, de questionnements, et pour essayer, au bout de tout ça, de sortir ce qui pourrait être les axes majeurs, parce qu'il faut choisir, parce qu'il nous faut décider des priorités, on ne peut pas être partout. C'est de ce travail-là qu'on a sorti 4 grands axes de travail. Je ne les rappelle pas, je pense que ça va revenir ensuite, ça va être expliqué après. Et c'est avec ces 4 axes, si vous vous en souvenez, qu'on est allé à votre rencontre dans chacune des fédérations ou dans les régions, et qu'on a repris le temps de remettre ça sur le tapis, de revérifier que c'était en phase avec ce que vous viviez sur le territoire, et puis d'enrichir du coup de propositions et de contenus. Voilà, c'était juste un petit rappel sur la méthode pour bien se dire que même si c'est le projet FCSF, c'est un projet qui a été, y compris, voté en Assemblée Générale à Lorient. C'est un projet qui vous engage, qui nous engage, l'ensemble du réseau. Voilà. Et 3 petits repères sur, du coup, pourquoi et c'est quoi les enjeux d'un projet comme celui-là, parce que de mémoire, on devait recouter, donc c'est une petite mémoire, mais je ne suis pas sûr que la FCSF ait, avant ça, autant formalisé un projet fédéral. Et c'est pas par hasard, c'est qu'on voulait vraiment, comme Solange vient de vous le dire, serrer les coudes, faire contrat ensemble, de donner une nature explicite des relations qu'il y a d'une fédération à l'autre et d'une fédération départementale à sa tête de réseau national. Voilà. Puisqu'on est dans une histoire fédérale toujours, comment je dirais, ambivalente entre une fédération nationale qui est née d'abord et qui porte l'histoire, 1922, vous avez bientôt le 200e anniversaire, mais en même temps avec des naissances locales ascendantes, voulues par le terrain. C'est jamais Paris qui a décidé de créer une fédération locale. C'est vous, dans chacune de vos histoires départementales, qui avez décidé de créer un niveau départemental. J'ai bientôt fini. Donc, il s'agit de capitaliser l'élan, se donner un horizon commun, structurer la relation, et dernière chose, tenter de résoudre, et ça n'a pas marché, mais je le redis parce que ça reste une équation impossible, pour cette fédération nationale, d'être en même temps, de choisir des priorités, parce que pour être efficace, il faut choisir, serrer un peu la focale pour avancer tel ou tel sujet, et en même temps, pour être à l'écoute de la grande diversité des 1200 adhérents et l'ensemble de ce qui s'invente sur l'ensemble de vos territoires, de continuer d'être spécialiste du tout, de tout ce que vous faites, et d'être super performant pour être ressource pour tout ce qui s'invente. Vous voyez, il y a une sorte d'équation impossible d'être en même temps se concentrer sur les priorités et d'être en même temps des généralistes tellement compétents qu'on peut dire qu'on est un peu spécialiste de tout. Et ça, c'est une sorte d'équation impossible. Et écrire un projet, c'est se donner un peu le cadre pour pouvoir répondre de temps en temps. Ça, ok, t'as raison, on n'est pas bon, mais on peut pas, parce qu'on s'est donné comme priorité de faire ça. Et c'est aussi un peu ça l'objet d'un projet. Merci beaucoup à vous deux. Applaudis. Donnez-lui un micro. Non, excusez-moi, mais je voudrais aussi rappeler que tout ce travail de mise en route du congrès s'est fait avec
le soutien, le dynamisme et le formidable travail de Pierre Garnier. Merci. Notre président à l'époque. Véronique, Sébastien et moi-même, on va maintenant tenter on va réussir, de vous présenter ce qui me semble être important du côté du regard de la Fédération nationale. À chaque fois, on va vous dire sur les trois intentions politiques du projet. Le projet disait qu'il faut développer le pouvoir d'agir des habitants. C'est ce qui va nous permettre de contribuer à du changement, de la transformation sociale. C'est ce qui va permettre l'émancipation des personnes et le développement du pouvoir d'agir. Et ben c'est ça qu'on veut développer dans notre réseau. Et puis ce qu'on a dit en termes de visée politique, et la première, on va tout de suite démarrer sur la première chose qu'on voulait faire dans ce projet, c'était changer la société pour avoir une société qui s'appuie sur des hommes et des femmes porteurs de ressources, de savoir, d'expertise, permettant à chacun d'être acteur de son histoire personnelle et ainsi partie prenante de l'histoire. Est-ce qu'on a avancé du point de vue du Conseil d'administration nationale sur cette visée politique-là, Véronique? Et oui, on a avancé. On a avancé sur le développement du pouvoir d'agir. On est passé de la découverte, de l'envie, à la conviction. En effet, aujourd'hui, notre réseau est convaincu de l'intérêt de partir de ce qui est important pour les personnes. Et cette conviction, elle oblige à revisiter les postures professionnelles, agir avec plutôt qu'agir pour, à la place de. Nous avons développé la posture d'aller vers, qui est une pratique aujourd'hui qui est ancrée dans le réseau. Si l'on veut partir de ce qui est important pour les personnes, si on veut que les personnes les plus éloignées des centres sociaux, les personnes les plus éloignées des collectifs puissent engager un chemin, il faut aller vers elles. Et ça, c'est vraiment devenu une évidence dans le réseau. Et puis, cette démarche d'aller vers, elle passe forcément par une démarche de qualification des acteurs professionnels, bénévoles. Et là aussi, nous avons pu développer des actions qui développent le pouvoir d'agir à travers des actions collectives. En 2014, certaines fédérations s'engageaient sur cette voie. Fin 2014, les premiers essaimages avaient lieu. Et puis aujourd'hui, notre réseau, il y a à peu près plus de 2000 personnes qui ont été formées sur des actions à visée émancipatrice, avec plus de la moitié des fédérations qui se sont engagées sur ce chemin. Et enfin, nous avons aussi valorisé les expérimentations, les innovations du réseau. Nous avons créé une plateforme aussi possible.me. Mais, nous avons créé un bel outil pour valoriser les initiatives dans le réseau. C'est possible.me. Mais il nous aura fallu 4 ans pour le mettre sur les rails. Lors du congrès, nous avions engagé un travail sur les 7 questions sociales dont parlait Solange tout à l'heure. Depuis, nous nous sommes un peu dispersés. De nombreuses questions travaillées, mais très peu de façon approfondie. Les généralistes que nous sommes avons du mal à prioriser. Le DPA, le développement du pouvoir d'agir, est devenu notre fil rouge. Nous avons ouvert de nouveaux chantiers, mais nous n'avons arrêté aucun chantier déjà en cours. Alors, les quelques défis, de notre point de vue, auxquels notre réseau est confronté, le premier, c'est concernant le développement du pouvoir d'agir, il va falloir transformer l'essai, passer de la conviction à l'action. Premier défi, tout bête, mais auquel nous sommes certainement confrontés. La question de la priorisation. Tu disais que c'était un défi quasi impossible, François. Néanmoins, on voit bien qu'il est complexe. Néanmoins, il ne faut pas qu'on lâche cet objectif-là. Et il faut qu'on tente de prioriser. Parce que porter 40 ou 50 chantiers à l'échelle nationale, eh ben, alors que nous sommes 25, 30 administrateurs et 16 salariés, c'est chantier impossible. Il faut faire certainement autrement. Il faut certainement plus se partager les choses. Et il faut certainement prioriser. Ça, c'est un défi face auquel on est. Et sur la qualification des acteurs, un autre défi qui est celui certainement d'amplifier encore les propositions au réseau. Avec un défi peut-être tout particulier autour du portage politique de nos projets. Effectivement, il nous semble que si on progresse pour développer le pouvoir d'agir des habitants, il faut aussi qu'on progresse pour développer le pouvoir d'agir des habitants au pilotage du projet centre social.
Le risque, ce serait qu'on devienne des boutiques d'experts qui développent du pouvoir d'agir, mais qu'il n'y ait plus d'habitants qui pilotent. Et là, il y a aussi un défi, certainement, qui est important, important, voire énorme, mais auquel il nous semble qu'il faut qu'on s'attaque. Je lance la deuxième visée politique du projet. Elle disait que nous souhaitions créer une société qui s'appuie sur des collectifs et des communautés, des espaces de coopération, de création et d'émancipation, reconnus, ces collectifs, comme force de proposition, d'innovation et d'alternative. Alors, est-ce qu'on a avancé, Sébastien? Alors, nous avons avancé. Des pratiques de coopération en forte évolution dans le réseau, plus de transversalité, les fédérations s'interpellent entre elles, partagent des outils, des savoir-faire. On peut l'illustrer par le travail sur le vieillissement, 20 centres sociaux en 2009, 300 en 2017, mais au-delà du nombre, c'est aussi la façon de travailler, puisque c'est vraiment un pilotage interfédéral où la FCSF n'a le rôle que de facilitateur dans ce projet. Les centres sociaux développent de la coopération sur le terrain, et enfin la FCSF a signé un accord cadre avec les principaux partenaires, les différents ministères, la CNAF, la CNAV, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les associations d'élus. Cet accord cadre, c'était un accord sur lequel vraiment le réseau peut s'appuyer. Mais deux questions sur lesquelles on n'a peut-être pas suffisamment avancé. Est-ce que le centre social est un mailleur local? Est-ce que le centre social est capable de rassembler les collectifs, les communautés du territoire, capable de proposer des démarches de coopération entre des acteurs, des associations du territoire? Cette dimension-là, est-ce qu'on a suffisamment avancé? Puis une autre, si on a beaucoup développé de coopération au sein de notre réseau, est-ce qu'on peut dire que nous avons suffisamment avancé pour que des collectifs d'habitants soient reconnus comme force de proposition, d'innovation et d'alternative sur les territoires? Là encore, certainement encore un joli défi. Et les défis pour la deuxième partie du projet. Concernant la coopération au sein du réseau, dans un contexte de plus en plus complexe, est-ce que nous allons oser aller vers encore plus d'interdépendance? Si notre fédéralisme doit rester fidèle à son principe de subsidiarité, nous avons certainement à gagner à faire ensemble, à plus partager, à construire des solutions mutualisées, à nous partager des chantiers au sein du réseau. Il y a des questions, des chantiers qui peuvent être portés par une fédération qui va ensuite s'aimer partout dans le réseau. Notre capacité à coopérer en interne va également dépendre de notre capacité à maintenir le lien, la reconnaissance mutuelle, la confiance entre les différents étages du réseau, notre capacité à soutenir, à appuyer, à animer le réseau dans l'écoute, dans le respect de nos valeurs, de façon très professionnelle et donc là aussi un enjeu fort. Nous ne pourrons faire vivre notre projet, être influents, que si la confiance est forte au sein de notre réseau. La réussite des territoires, la capacité des habitants à prendre leur place dans les territoires réside notamment dans la capacité des centres sociaux à accompagner les collectifs, les projets. Mais elle réside certainement également dans notre capacité à réunir, à regrouper, à animer des dynamiques partenariales. Souhaitons-nous devenir des mailleurs? Merci Véronique. La troisième dimension, il y en a trois, qui était dans le projet en 2014, c'était que nous souhaitions créer une société qui s'appuie sur des relations humaines, démocratiques et solidaires. Ça ne vous étonne pas. Avec une organisation du pouvoir qui est discutée, qui est renouvelée, qui permet à tous de trouver leur place et de bâtir un autre quotidien solidaire et citoyen. Alors, les quelques avancées qu'on a repérées sur les 4 dernières années, d'une part, la question d'organisation démocratique, on parle beaucoup de gouvernance dans le réseau, c'est au travail dans les centres sociaux, c'est au travail dans les fédérations. Donc on est au travail sur cette question-là. Il y a beaucoup d'expérimentations dans le réseau qui concernent des organisations démocratiques. Ici, on essaye le tirage au sort, là, le partage de la présidence ou un bureau collectif, un conseil d'administration collectif. J'en passe, mais vous êtes bien nombreux à tenter des choses sur la question de la démocratie dans les centres sociaux et dans les fédérations. La FCSF elle-même expérimente aussi de son côté. On a expérimenté depuis un an un conseil d'administration de jeunes.
le tirage au sort depuis plusieurs années, un document aussi qui porte sur les principes et les modes d'action des administrateurs va bientôt vous être aussi communiqué, une clarification du rôle du conseil d'administration, du bureau au sein de la fédération. Nous-mêmes, on travaille sur cette question-là de démocratie en interne. Mais c'est vrai que si la question de l'organisation est posée, on a également engagé une réflexion au sein du réseau sur l'évolution des modèles économiques. Cette question-là n'était pas présente dans le projet en 2014. Et puis, le contexte et l'évolution du contexte a fait qu'en 2015, on a décidé qu'il fallait travailler et qu'en 2016, s'est organisée une tournée qui a eu lieu en 2017 dans 9 régions et où on a décidé de travailler à la fois au développement de l'autonomie des projets des centres sociaux, au renforcement des financements, et cela en lien avec un projet qui est toujours au cœur et toujours au centre. C'est aussi une équation complexe, mais on a entamé ce chantier-là ensemble au cours de l'année 2017. Mais les expérimentations ont été très nombreuses. Pour autant, nous n'avons que très peu capitalisé les expériences, les outils, les approches nouvelles concernant les questions du pouvoir et d'organisation démocratique. Les défis pour la seconde partie du projet, concernant les organisations démocratiques, repérer ce qui marche, partager les outils, les expériences pour changer d'échelle, infuser, diffuser. Poursuivre et développer notre chantier sur les modèles socio-économiques. Engager une action forte d'influence, de notoriété à l'approche des municipales, pour que les centres sociaux soient connus et reconnus comme des espaces innovants, utiles, porteurs de réponses locales sur les questions de démocratie, de famille, de parentalité, de jeunesse, de vieillissement, de vivre ensemble. En effet, la FCSF et le réseau sont reconnus à l'échelle nationale. Notre enjeu est de renforcer les moyens des fédérations et des centres sociaux dans leur stratégie de reconnaissance locale. Plaidoyer, mesures d'impact social, communication interne et externe sont autant d'ingrédients nécessaires pour répondre à cet enjeu. 4 points pour la conclusion. Le premier, c'est que notre fédération nationale est aujourd'hui reconnue par les partenaires nationaux. Nous n'avons jamais été autant invités dans toutes les concertations nationales et on nous dit que les centres sociaux sont très importants parce qu'il y a 1200 adhérents et qu'on est un peu partout en France, on est dans les quartiers prioritaires, on est dans le milieu rural. Du coup, on est reconnu pour ça. Notre capacité à aller vers les habitants, notre proximité avec les habitants est reconnue. Le revers de la médaille, c'est qu'on sent bien aussi toute la pression et le risque d'instrumentalisation qu'il pourrait y avoir derrière. Globalement, on sent bien que dès qu'il y a aujourd'hui une politique publique nouvelle qui arrive, qui a besoin d'être mise en œuvre sur les territoires, on pense aux centres sociaux. Et que du coup, l'autonomie de notre projet et la réalité de notre projet qui est des habitants sur un territoire qui construisent ensemble un projet au regard d'un diagnostic partagé, et voilà, là on a une tension aussi à laquelle on est confronté. C'est plutôt bien d'être reconnu, mais garder le cap du sens de notre projet est un défi important. Mais l'objectif, c'est pas que le réseau national soit reconnu par le national. L'objectif, c'est que le réseau des centres sociaux soit reconnu au local. Et ça, il faut qu'on puisse trouver le chemin pour s'appuyer sur cette notoriété et reconnaissance nationale, pour que chacun des centres sociaux, avec les fédérations bien évidemment, mais pour que chacun des centres sociaux ait les outils pour expliquer, montrer son utilité, à quoi il sert très concrètement sur le territoire, la puissance du projet centre social. C'est là qu'il faut que nous mettions certainement de l'énergie. Et pour réussir ça, une conviction, c'est que c'est certainement dans notre capacité à continuer à dialoguer, à coopérer, à travailler ensemble, à être, et François, petit conseil pour toi, à être dans l'interdépendance dans notre réseau. C'est certainement quand on va oser faire encore plus fort ensemble qu'on va trouver le chemin de relever ces défis-là. Et puis le dernier élément de conclusion, c'était que notre ADN, notre spécificité, la puissance des centres sociaux, elle réside dans notre projet, dans notre pratique, qui mettent les habitants au cœur des centres sociaux, qui mettent les habitants au cœur des actions sociales. Alors on est convaincu qu'il ne faut pas uniquement proposer des espaces aux habitants,
mais qu'il faut également partir de ce qui est important pour eux et avec eux. Cette posture, elle est moderne, elle est transformatrice, elle est émancipatrice, mais elle est complexe. Elle est complexe. Et c'est donc à nous, en tout cas, de montrer que cette façon de faire, elle est moderne, que cette façon de faire, elle permet effectivement l'émancipation des personnes, et il va falloir qu'on le montre encore plus fort dans les années à venir. Voilà sur les quelques éléments de partage de ce que nous avons travaillé et élaboré. J'espère que vous n'êtes pas assommés. Et on va tout de suite vous réenchanter en invitant Yann Le Bossé à nous rejoindre. Yann Le Bossé, bon, qui se présentera lui-même, mais chercheur à l'Université de Laval au Québec, avec qui nous avons... Vous pouvez rester avec nous, hein. Non. Yann Le Bossé, avec qui nous avons vécu un bout de compagnonnage. C'est comme ça que je le dirais. Yann Le Bossé travaille sur la question du développement du pouvoir d'agir depuis des années. Et en 2014, dès que notre projet s'est mis en route, nous avons fait appel à lui pour qu'il vienne nous former, diffuser, infuser, nous accompagner sur cette volonté-là que nous avions de développer le pouvoir d'agir dans le réseau. Il était déjà compagnon de route pour quelques fédérations dans les années précédentes où il était déjà intervenu sur des journées, des séminaires, des colloques, des temps divers et variés. Et du coup, on s'était dit que c'était vraiment intéressant parce qu'il nous a vu démarrer sur cette question-là en 2014, de lui demander 4 ans plus tard, et Yann, toi qui nous écoutes depuis une journée et puis qui va continuer à cheminer avec nous, de ton point de vue, où en sommes-nous aujourd'hui sur cette question-là du développement du pouvoir d'agir? Et tu utilises ce mot-là comme tu le souhaites. Ça te va? Oui, bonjour. Vous m'entendez correctement? Oui. Quand j'ai eu la demande de la Fédération nationale, je me suis demandé comment on allait faire pour diffuser une approche qui ne se prescrit pas. On a écrit un petit manuel vert qui s'intitule « Soutenir sans prescrire ». C'est-à-dire que la dernière chose qu'il fallait faire, c'était de mettre tout le monde au pas avec le pouvoir d'agir. La nouvelle affaire qui vient de sortir, maintenant on parle de pouvoir d'agir, etc. Il fallait trouver une façon de proposer cette façon de regarder l'accompagnement et permettre aux gens de s'en emparer quand ça leur les intéressait et pas s'en emparer quand ça ne les intéressait pas. On ne peut pas prescrire. La demande était encore jeune, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'expérience de terrain sur la notion de pouvoir d'agir. Et en fait, il fallait choisir un modèle de diffusion. Et on a choisi le modèle que je retiens dans mes travaux d'habitude, c'est le modèle de la contagion. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était important, c'était qu'un groupe de personnes formées, convaincues, développe dans leur milieu des initiatives qui éveillent l'intérêt, qui éveillent la curiosité, qui donnent envie, et qui permet de passer de la croyance à la conviction. Parce que quand on parle de pouvoir d'agir, c'est un petit peu comme si on parlait des vertus. Il y a personne qui est contre. Je ne vois pas beaucoup de gens me dire « moi je ne suis pas pour que les gens aient du pouvoir d'agir ». Mais tant que ça reste dans le domaine de la croyance, c'est un peu pieux. Comment est-ce qu'on parle de la conviction? À la conviction, par l'expérience, justement. Donc, la diffusion, c'était ne parlez pas beaucoup de pouvoir d'agir, faites-en. Et c'est ça qui est important. L'avantage du modèle de la contagion, c'est qu'il n'est pas prescriptif. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien côtoyer quelqu'un qui développe le pouvoir d'agir dans sa pratique, qui tente, sans que vous ayez vraiment une conversation là-dessus, vous allez vous apercevoir qu'il change sa posture. Mais pas comme une prescription, pas vous devez changer de posture, maintenant les postures traditionnelles ne sont pas bonnes. C'est beaucoup plus, tiens, ça va mieux comme ça. C'est une approche assez pragmatique. Ça a marché. Donc, je reviens 3 ans après et je m'aperçois que les 25 personnes qui ont été formées ont diffusé dans leur milieu, ou sont à l'origine d'initiatives dans leur milieu, et des gens sont formés de façon formelle ou plus ou moins formelle. Mais chaque
porteur de cette formation a intégré cette approche à sa manière, en fonction de la personne qu'il était et en fonction du contexte dans lequel il se trouvait. Ce qui est le premier axe du modèle avec lequel on travaille. C'est-à-dire qu'en fait, on introduit un changement quand on prend en considération des acteurs et non pas des habitants ou des bénéficiaires mais des personnes, c'est-à-dire des gens qui sont aussi habitants, aussi bénéficiaires, mais qui ne sont pas que ça, dans leur contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une intervention mur à mur, comme on dit au Québec, c'est-à-dire partout pareil, tout le temps, et c'est le gros problème des logiques institutionnelles. C'est quand on a trouvé une affaire qui marche quelque part, on veut l'appliquer partout, tout le temps, à tout le monde. Et le DPA, ça ne se prescrit pas. C'est tellement vrai que si quelqu'un vous dit que vous devez faire du DPA, vous pouvez lui dire qu'il y a une contradiction dans les termes. Il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est que quand quelqu'un vous donne la prescription de faire du DPA, vous lui faites la distinction entre pouvoir d'agir et devoir d'agir. Parce que le devoir d'agir est une oppression. On met en évidence que quelqu'un a des modèles de carence. Quelqu'un lui manque quelque chose. Il faudrait qu'il se secoue. En fait, c'est le pouvoir de s'agiter. Donc ça a fonctionné parce que j'ai rencontré deux groupes depuis 2 jours, avant hier. Et de ce que j'ai entendu, il se passe plein de choses partout. Mais c'est diffus, ou c'est formel, c'est public, ou c'est encore à l'intérieur des services. Mais il se passe plein de choses, il y a des équipes qui s'emparent de ce modèle-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'air de trouver ça le fun, comme on dit au Québec. C'est-à-dire qu'ils ont l'air de lui prendre un plaisir de s'épanouir. Donc, on a un pas positif. On a réussi à ne pas imposer ce modèle-là. Ce n'est pas le nouveau Graal. On a réussi à faire en sorte que des gens aient envie d'essayer. Et ça a l'air que les gens qui essayent ont du plaisir à l'appliquer. J'entendais des gens nous dire hier, on a atteint un point de non-retour, on ne pourrait plus revenir en arrière. Donc il y a eu vraiment un déplacement de posture, mais c'est un déplacement de posture qui s'est fait volontairement et qui s'est fait de lui-même. Ça m'arrive des fois d'avoir des gens en face de moi qui me disent « Moi, je ne veux pas changer de posture, mais je veux développer le pouvoir d'agir. » Je leur dis « Bien, essayez avec votre posture. » C'est pas compliqué, en essayant avec la posture, ils vont vite changer de posture. Oui, bon, non, ça développer le pouvoir d'agir, les deux. J'ai également beaucoup entendu dans le rapport la question du pouvoir d'influence. Le pouvoir d'influence, c'est finalement le pouvoir de se rendre incontournable. C'est le fait qu'on a un tel apport, une telle contribution, que cette contribution nous permet d'être incontournable. On n'imagine pas faire sans nous. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans les prochaines années, vous allez pouvoir vous rendre incontournable. Et il y a un outil très concret que vous pouvez utiliser. C'est le 4e axe du modèle. C'est l'axe qui consiste à non pas seulement faire avec les gens, mais revenir sur ce qui a été fait avec les gens pour que ces gens-là dégagent les enseignements de leur action. Ils se rendent compte de ce qu'ils ont acquis comme nouvelle connaissance, comme nouvelle compréhension, et qui développent 3 types de conscience. La conscience collective, c'est-à-dire la conscience que les problèmes que je rencontre, je ne suis pas le seul à les rencontrer. Il y a d'autres gens autour de moi qui les rencontrent. Donc, ce n'est pas vrai que c'est un problème de carence. Parce que si c'était un problème de carence, les autres n'ont pas la même carence que moi, donc on n'aurait pas le même problème. Mais là, on a un problème, il y a donc quelque chose de commun. Et ça soulage beaucoup, ça enlève le poids de la culpabilité. Il y a la conscience sociale. Non seulement je ne suis pas le seul à vivre le problème, mais il y a un lien direct entre la manière dont je vis la situation et la façon dont la société est organisée.
La façon dont la société est organisée influence nos vécus directs. Ça peut être l'accès à des équipements, ça peut être toutes sortes de ressources. Mais l'accès à la ressource dont j'ai besoin n'est disponible qu'à partir du moment où le système de distribution des ressources est équitable. Sinon, il y a une inégalité de base qui est à l'origine des problèmes sociaux. Et cette inégalité de base est directement liée à la difficulté que je rencontre. Et la conscience politique, prise de conscience politique, la conscientisation politique, c'est la seule façon de faire en sorte que la façon dont la société organise ne génère plus de problèmes avec lesquels je compose, c'est d'agir sur cette société. Donc on passe d'une prise de conscience qu'on n'est pas seul avec le problème à une prise de conscience de la nécessité d'agir sur cette société. Et ce phénomène qu'on appelle l'introduction d'une démarche action conscientisante a la particularité de se faire sur l'action. Donc ce que j'entendais ces 2 derniers jours, c'était que ce côté-là, il était moins développé dans les centres sociaux. On a tendance à agir pour agir, même en partant des désirs des participants, des habitants. Mais une fois qu'on a fini l'action, on passe à autre chose. Mais il manque une étape fondamentale qui est vraiment l'étape de dire quels enseignements on a tirés, quelles leçons on a tirées, quelles observations on fait. Et c'est là que les prises de conscience se font collectives, sociales et politiques. Et cette prise de conscience, c'est le moteur du pouvoir d'influence. C'est-à-dire que c'est grâce à cette prise de conscience que la nécessité de faire quelque chose va émerger. C'est tellement vrai que la mobilisation devient non plus un objectif, mais un résultat. Les gens prennent conscience, donc se mobilisent. Et non pas les gens se mobilisent pour se mobiliser. Et ils se mobilisent peut-être plus vite que vous êtes capable de gérer la situation, peut-être de façon désordonnée, peut-être en faisant des faux pas au départ, mais il y a un moteur de mobilisation qui est là, qui est incontournable et qui va permettre de faire avancer les choses. Donc la question n'est pas tellement comment mobiliser, mais comment faire en sorte que les gens fassent cette prise de conscience à partir de l'action qui va générer cette énergie, ce désir d'agir avec laquelle vous allez être porté. Et comment pouvez-vous être facilitateur de cette action? Ça me paraît un point important parce que jusqu'ici, le développement de pouvoir d'agir, ça a peut-être pris un peu une couleur activiste. C'est-à-dire il faut que les gens puissent agir. Il faut qu'ils aient du pouvoir d'agir sur ce qui est important pour eux, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s'identifient. Mais ça ne sert à rien d'exercer ce pouvoir s'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils veulent en faire et à la manière dont ils veulent que ce pouvoir s'exerce dans la société. Vous m'en souvenez pas? Qu'est-ce que je veux vous raconter? J'aurais dû lui faire le petit signe il y a 5 minutes, mais je l'écoutais. J'ai complètement oublié de faire le petit signe. Pardon. Je vais finir sur l'outil principal qu'on utilise dans cette approche pour pouvoir permettre cette prise de conscience. C'est un outil qui paraît très simple au départ, qui peut aller très loin dans la complexité et qui peut s'utiliser de façon très pratique. C'est un outil qui est tiré d'une théorie interactionniste stratégique qui considère que ce qui est important, ce n'est pas tellement qui sont les gens, leurs caractéristiques, ce n'est pas tellement les caractéristiques du contexte, mais la manière dont les deux interagissent. C'est-à-dire c'est l'interaction, l'effet que produit la rencontre d'individus entre eux dans un contexte donné. Et dans cette approche, on utilise beaucoup la notion d'enjeu. Qu'est-ce que c'est un enjeu? C'est ce qu'on cherche à obtenir et ce qu'on cherche à éviter. Et vous pouvez vous exercer à cet exercice-là, à cette utilisation de cet outil-là dans vos relations proches. Vous remarquerez que chaque fois que vous voulez négocier quelque chose, vous pouvez constater que l'autre est en train d'essayer d'éviter quelque chose, d'obtenir quelque chose. Et simplement, si vous vous demandez qu'est-ce que je veux obtenir, qu'est-ce qu'il veut obtenir, qu'est-ce que je veux éviter, qu'est-ce qu'il veut éviter, et où est-ce qu'on peut se rencontrer,
vous allez voir qu'il y a des conflits qui sont récurrents, qui vont disparaître. Est-ce que vous allez très rapidement chercher l'espace commun, l'espace en commun sur lequel vous pouvez agir ensemble. Donc vous voyez, c'est un petit outil, mais qui est très puissant, parce que ce soit avec une mairie, une municipalité, une direction d'un bailleur de fonds, ou quelques partenaires que ce soit, ou le voisin qui fait de la musique le soir, à chaque fois, la question, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir, qu'est-ce qu'il cherche à éviter, permet de clarifier, de se mettre quelques minutes dans les souliers de l'autre en face. Et en se mettant dans les souliers de l'autre en face, un tas de perspectives se révèlent dès qu'on croise ces enjeux avec les nôtres. Voilà, c'était le petit clin d'œil pratique. Merci. Yann. Vous retrouverez, pour ceux qui le souhaitent, demain après-midi, Yann il fait une conférence discussion à 17h30 demain après-midi quand on sera à Dunkerque. On redira le programme, hein, mais pour tous ceux qui... Je pense qu'il y aura d'autres petits trucs et des tas d'autres choses que tu nous présenteras demain après-midi. Et puis, on retrouvera Yann dimanche matin, au moment où on fera un peu la conclusion de ces 4 jours, pour une prise de parole même un peu plus longue, pour qu'il puisse vraiment nous donner son regard sur ce qui nous attend dans les 4 années qui viennent, au regard de tout ce qu'on aura partagé ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, Yann, d'être avec nous. Il nous reste une vingtaine de minutes pour un petit temps d'échange. Ce que je vous propose de faire, hier soir, on vous avait proposé de vous regrouper 10 minutes pour des post-it. Je vous propose de faire beaucoup plus simple. Mais plutôt que de prendre des questions ou des réactions à la volée, je vous propose juste de vous retourner mes 2 minutes pour réagir et voir s'il y a une ou autre question que vous partagez. Oui, mais faites des tas de 8, là, retournez-vous des tas, non pas revenez-vous. Faites des petits groupes de 8. Quelles sont vos réactions, vos questions, et puis on va prendre des questions à la volée dans 2 minutes. Et si, Claudie, si tu veux venir avec nous après sur le jeu de questions-réponses. Les pouvoirs d'agir, comment ça se conjugue. Et puis aussi notre atelier un peu gratté pour la FCSF sur comment animer mieux le réseau fédéral sur le territoire, etc. L'interdépendance. Comment, pardon, mieux animer le réseau sur les territoires. Voilà. Ce réseau sur les territoires. Alors là, on était constitué en tas, puis on s'est dit mis en pyramide pour arriver à la pyramide de Maslow. Je vous explique pourquoi. Il y avait une question sur comment on fait finalement pour le mettre en œuvre. C'est plus compliqué dans la pratique que dans la théorie. Et une des personnes disait, il y a un groupe qui nous disait, mais en fait, les personnes, quand elles sont en précarité, leur demander d'aide dans l'agir, c'est très compliqué. Et on se demandait si finalement, il ne fallait pas qu'on ait un match Maslow versus Le Gosset pour se dégager de cette théorie qui pouvait parfois nous handicaper dans la mise en œuvre concrète du pouvoir d'agir. Ok. Une dernière réaction, puis je propose qu'on échange. Nous, dans notre groupe, on a parlé un peu on est revenu sur du coup, la formation qui avait été faite par Yann Le Gosset, du coup, et on se disait que c'était à la fois d'un côté assez frustrant pour ceux qui n'ont pas été formés, parce que on a des mots-clés, des choses qui ressortent, mais on aimerait bien en savoir plus, et en même temps, c'est tellement quelque chose qui, pour ceux qui ont été formés, c'est tellement quelque chose qui a été de l'ordre du vécu personnel durant cette formation, que c'est difficile de transmettre ce qui s'est passé. Donc du coup, on voulait avoir des réactions là-dessus sur la possibilité de transmettre, de diffuser des choses qui se sont passées durant cette formation. Voilà. Merci. Je propose qu'on laisse la parole à Yann. Yann, il me semble qu'il serait intéressant que tu réagisses sur une première question qui est un peu fondamentale. Finalement, le DPA, c'est un outil, une mécanique, c'est au service d'une visée. Ça serait bien de démarrer par ça. Dans le volume 1 du bouquin qu'on a écrit sur le parti de l'impuissance, on commence par poser la question qu'est-ce que la vie bonne? Qu'est-ce que le bonheur?
Et on consacre un chapitre à cette question, et on arrive à l'hypothèse que le bonheur, c'est l'épanouissement personnel et collectif. Que chacun puisse aller au bout de ses possibilités, qui sont d'ailleurs sans limite, théorique. Ensuite, on pose la question de qu'est-ce que la justice? On se perçoit que c'est un curseur, une société toujours plus ou moins juste, mais on en arrive à l'idée que quand on arrive à l'équité de l'accès aux ressources, on est dans une société plutôt juste. Et si on prend ce critère-là pour évaluer la société dans laquelle on est actuellement, on est dans une société plutôt pas très juste, plutôt injuste. On en arrive à au troisième chapitre où on met en évidence que ce que peuvent faire les pratiques sociales, c'est réduire cette injustice en favorisant l'épanouissement des personnes. Donc, la première analyse que l'on fait, c'est que les problèmes sociaux sont d'abord structurels, sont le produit d'une société injuste. C'est-à-dire, très techniquement, une société dont l'accès et l'utilisation des ressources n'est pas équitable. Les gens sont placés de façon systématique dans une situation de manque de ressources, alors que d'autres sont dans une situation d'abondance. Et que c'est ces problèmes-là qui engendrent des difficultés sociales. Ces difficultés sont de nature personnelle. Et la thèse qui est développée, c'est en travaillant au développement du pouvoir d'agir personnel et collectif, on peut rééquilibrer par le changement émergent la justice sociale, au moins travailler à rendre la société plus juste et favoriser l'épanouissement des personnes. Donc la visée essentielle, c'est de faire en sorte que les pratiques sociales se mettent au service d'une société plus juste. Le pouvoir d'agir, ça va être un moyen pratique et concret pour permettre ce changement. C'est donc bien plus qu'une mécanique et qu'un outil, si je comprends bien. Il me semble qu'il y a aussi quelques questions là sur la question de la temporalité. Je pense que tu as souvent dû l'entendre, Yann. Oui, mais travailler avec des habitants dans leur temporalité, sur cette dimension de conscientisation, c'est souvent pas du tout la même temporalité administrative, des financements, enfin, etc. Et il me semble entendre souvent cette question-là comme un élément qui nous questionne à minimal, parfois qui nous empêche. Et puis je l'associerais bien, même si c'est pas exactement la même chose, mais la question de l'impact sur le DPA et comment on communique dessus par rapport à nos partenaires. Une autre hypothèse qui était celle de dire, mais peut-être que la communication, il faut qu'elle se fasse avec les habitants, et que c'est les habitants qui vont dire ce qui est utile et important pour eux. Je te laisse réagir sur ces quelques éléments. Pour ce qui est de communiquer sur le DPA, le plus simple, c'est de faire la démonstration de ses effets. C'est-à-dire que ça s'appelle DPA ou intervention, ça n'a pas vraiment important. Ce qui est important, c'est qu'il y avait une situation A qui est devenue une situation B et que ça va aller dans le sens d'un changement souhaitable pour le bailleur de fonds. Donc, faire la preuve par la démonstration, en fait, tout simplement. Et quant aux personnes concernées, elles n'ont pas forcément besoin de nommer le pouvoir d'agir. Elles ont juste à simplement illustrer les changements qu'elles ont vécus et elles nommeront le pouvoir d'agir sans utiliser le terme. C'est comme la pause avec M. Jourdain. Il n'y a pas besoin d'appeler ça pouvoir d'agir pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, je dirais que pour ce qui est de rendre compte de sa pratique, c'est surtout permettre de mettre en évidence les changements que vous observez suite à cette pratique. C'est quoi la première question? Ah oui, alors la temporalité. Le premier axe du modèle s'appelle l'introduction d'une unité d'analyse acteur en contexte. Ça signifie que dans cette approche, on ne s'intéresse pas aux individus pour les individus, ni au contexte pour le contexte, et on ne sépare jamais les deux. C'est telle personne, ou tel groupe de jeunes dans tel quartier. C'est avec ça qu'on réfléchit. Donc, on ne s'intéresse pas aux unités individuelles ou au contexte. Dans le cadre de cette unité d'analyse, le temps dont on dispose est un élément de contexte, tout simplement. C'est-à-dire qu'on inverse la proposition, c'est pas j'ai pas le temps de faire ça, mais qu'est-ce que j'ai le temps de faire avec le temps que j'ai?
qu'est-ce que je peux faire avec le temps de jeu? Donc ça ne signifie pas qu'on ne doit pas essayer d'avoir plus de temps, d'aligner les agendas institutionnels pour obtenir plus de marge de manœuvre. Mais ici, maintenant, qu'est-ce que je peux tenter avec le temps de jeu? Est-ce que quand on est en précarité, on ne peut pas développer son pouvoir d'agir? Si, sur sa précarité. Il n'y a pas de contradiction du tout avec la pyramide de Maslow, à la nuance près qu'il y a le côté étagère, là, est un peu discuté. C'est pas parce qu'on n'a pas rempli nos besoins d'alimentation qu'on n'a pas de désir de citoyenneté. C'est pas parce qu'on a des besoins primaires qui ne sont pas comblés qu'on n'a pas des ambitions d'épanouissement personnel. C'est bête à dire, mais même les pauvres ont envie de s'épanouir. Peut-être juste, je suggérerais de ne pas répondre là maintenant, mais qu'on réponde ensemble à la question de mieux animer le réseau sur les territoires. Il me semble que c'est une question là, qui nous appartient et sur laquelle on va pouvoir continuer à réfléchir ensemble cet après-midi et demain. Il y en a une dernière aussi, peut-être la formation action collective à visée émancipatrice que quelqu'un a baptisé FAV, et depuis tout le monde l'appelle FAV, on ne sait pas pourquoi, mais dans le réseau il y a une formation qui s'appelle FAV. Personne ne sait, mais ça veut dire globalement la formation à l'action collective qui vise à développer le pouvoir d'agir collectif. Moi, mon hypothèse sur cette formation, c'est qu'en 2014, quand on discutait avec Yann Lebossé, avant de démarrer la formation, tu disais, Yann, mais le pouvoir d'agir, sur les centres sociaux, il va peut-être falloir que vous trouviez ce que ça veut dire pour vous, le pouvoir d'agir et le pouvoir d'agir collectif, et que vous inventiez vos façons de faire, ce qui est en adéquation avec votre réseau, vos enjeux, etc. Acteurs en contexte aussi dans cette dimension-là. Vraiment, mon hypothèse, ce serait que cette formation qui essaime un peu partout, elle répond aujourd'hui à ce que nous, on est en train de s'approprier collectivement comme du pouvoir d'agir collectif dans notre réseau. Et puis, on voit bien comment elle change toutes les semaines ou tous les 15 jours, au fur et à mesure qu'on s'enrichit, on recroise Yann et on réintroduit un outil et on recroise un autre compagnon de route et on réintroduit un outil. Je crois que c'est ça, cette formation qui est en train de s'essaimer un peu partout. Je crois que c'est notre façon à nous de parler un peu de pouvoir d'agir collectif dans le réseau. Ça me permet d'ajouter que la notion de pouvoir d'agir dans la vie quotidienne, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que le pouvoir d'agir, c'est un concept, c'est une abstraction. C'est toujours le pouvoir de quelqu'un d'agir sur quelque chose. Le pouvoir d'un groupe d'agir sur une réalité. Donc forcément, dans votre réalité à vous, des centres sociaux, vous avez développé une conception du pouvoir d'agir adaptée à la réalité des centres sociaux. Donc le fait que ça parle de visée émancipatrice, c'est intéressant. J'aurais des échanges théoriques intéressants avec les gens qui s'intéressent à cette expression. Mais c'est probablement effectivement la façon dont la fédération ou les centres sociaux traduisent concrètement dans leur pratique la notion de pouvoir d'agir. Et pour finir, et je crois que c'est une collègue du Vaucluse qui démarre tout à l'heure en disant mais il y a des fédés, il y a des territoires dans lesquels on démarre sur la question et c'est très bien. Enfin oui, on sait bien que c'est ça aussi notre réseau. À l'inverse, non pas à l'inverse, mais on voit aussi que toutes ces interactions, toutes ces rencontres, tous ces espaces de coopération va permettre aussi de diffuser et d'infuser. Donc voilà, chacun y va effectivement à son rythme, mais globalement, on voit bien que, et tu nous l'as dit aussi Yann, les choses avancent. Je propose qu'on s'arrête là pour ce moment, que vous ayez droit à une pause, mais avant que vous leviez, stop, madame, j'ai 4 consignes, mais d'une importance capitale pour la suite de notre escale. Si vous n'avez rien écouté de l'après-midi, c'est maintenant qu'il faut tout écouter. Pour ceux qui ont écouté, vous écoutez quand même encore. On a 3 petites informations. Il y a 3 choses au programme ce soir. À partir de 18h,